RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et avant le départ des délégations calédoniennes pour Paris, vous recevez ce matin le haut-commissaire. Le haut-commissaire Laurent Prévost, bonjour. Bonjour Madame Noir. Merci d'accepter notre invitation. Alors les responsables calédoniens sont invités à Paris par le Premier ministre la semaine prochaine, du 25 mai au 3 juin. On n'en sait pas beaucoup sur cette réunion. Quel est l'ordre du jour? Quels sont les thèmes? Comment ça va se passer? Et même où ça va se dérouler? On ne sait rien pour l'instant. Alors à Paris, ça c'est sûr. Ça, il y a moyen de cette certitude sur le lieu. Ensuite, il y a des séquences qui sont prévues au ministère de l'Outre-mer, à Matignon. On a déjà évoqué aussi un entretien avec le chef de l'État. Donc les lieux, ils sont assez faciles à cibler une fois qu'on est à Paris. Encore faut-il y arriver. Donc il y a effectivement des départs qui s'échelonnent et puis certains qui y sont déjà. Sur les thèmes, le ministre des Outre-mer a eu l'occasion de les évoquer avec les différentes délégations qu'il a eues en visioconférence il y a quelques jours. Donc il y a 4 blocs principaux finalement qui vont structurer les échanges, même si après l'ordre du jour détaillé peut être un peu différent. Mais il y a évidemment un premier sujet que tout le monde a en tête, qui est le calendrier de sortie de l'accord de Nouméa. Et dans ce calendrier, il y a effectivement la date du 3e référendum. Un autre moment important, évidemment, ça va être les discussions autour du document sur les conséquences du oui et sur les conséquences du non, qui a été envoyé il y a quelques jours aux invités du Premier ministre. Un 3e bloc qui est important également, c'est la place de la Calédonie dans son environnement régional, dans le Pacifique Sud, dans l'axe Indo-Pacifique, avec des échanges prévus avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministère des Armées, des thèmes qui sont évidemment très importants pour les Calédoniens, puis aussi pour la France. Et puis un 4e bloc plus lié à l'actualité du pays, qui va porter sur la situation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, les éventuelles demandes d'appui que formule le gouvernement calédonien. Voilà, on a les grands blocs qui sont là. Après, tout ça va se gérer dans des réunions, dans des rencontres et dans des échanges pour certains, à des hauts niveaux politiques avec les principales autorités de l'État. Le nickel sera bien sûr abordé, notamment dans ce dernier bloc de sujets, on imagine. Le nickel fait partie, en effet, des questions économiques et sociales d'actualité, une actualité sur le long terme. Est-ce que vous avez confirmation déjà des délégations qui seront présentes? Parce qu'on a cru comprendre que l'État a invité le groupe Le Prédour, c'est-à-dire 10 personnes. Finalement, ce sont des délégations entières qui sont constituées. On dit Le Prédour plus. Il y a un débat là depuis quelques semaines. C'est Le Prédour, c'est le comité des signataires, c'est un format intermédiaire. Le Premier ministre a invité les 10 membres du groupe Le Prédour. Il a ensuite donné mandat au ministre des Outre-mer pour travailler sur le format des réunions exactes et sur leur déroulé. Donc les choses sont en train de se caler. Il y a effectivement ce noyau dur, si je puis dire, du groupe dit qu'on appelle Le Prédour maintenant. Et puis il y a des délégations qui vont accompagner ces invités, plus ou moins importantes selon les formations politiques que les invités représentent, si je puis dire. Et donc il y aura probablement des temps qui seront ouverts plus largement et d'autres où le format restreint va être privilégié parce que il y a des sujets qui le méritent, qu'il y a des niveaux d'échange qui le méritent et qu'on ne se dit pas les mêmes choses à 10, à 15 ou à 30, on le sait bien. Mais c'est pas un comité des signataires. Non, ça n'est pas un comité des signataires, ça les choses ont été dites assez clairement. Le moment venu, il y aura un comité des signataires parce que c'est l'instance de suivi de l'accord de Nouméa et que, j'allais dire, l'usage veut qu'on y évoque en particulier les questions d'organisation des référendums, mais pas seulement. Il y a eu de très nombreux comités des signataires qui ont parlé d'autres choses. Et donc le comité des signataires, dans son format, j'allais dire classique, il se tiendra le moment venu. Le ministre des Outre-mer l'a d'ailleurs dit lui-même. Ça a été, je crois, aussi bien compris par les uns et les autres, même s'il peut y avoir un attachement à ce format. Il se prête pas à toutes les discussions, même s'il a sa légitimité, son rôle à jouer. Et le moment venu, il sera réuni. Alors là, parmi les invités, en revanche, on a cru comprendre qu'il y en a qui ne seraient pas là, qui ne vont pas faire le déplacement à Paris. On pense notamment à la délégation de l'UNI. C'est gênant qu'il y ait des absents autour de la table? Alors, d'abord, on a des invités qui sont invités en tant que personne. C'était un peu la règle du jeu aussi. On n'était pas en invitant des partis. Bon, bien sûr, tout est un peu lié. Est-ce que c'est gênant? Par définition, quand il manque un acteur politique du pays, il manque. Mais c'est gênant pour qui? Les discussions, elles auront lieu. Les réunions, elles vont avoir lieu. Les échanges avec le Premier ministre, avec le chef de l'État, avec les membres du gouvernement, elles vont avoir lieu, ces discussions. Donc s'il y a, à mon avis,
quelqu'un pour qui c'est gênant, c'est pour ceux qui ne vont pas être dans ces réunions et qui ne vont pas répondre à l'invitation du Premier ministre. Voilà, alors ensuite on met en avant la nécessité d'un émissaire ou de discussions préalables, mais on voit bien quand on a une invitation du Premier ministre, quand il y a une perspective de rendez-vous avec le chef de l'État, c'est pas un intermédiaire qui va venir préparer les choses. Je crois qu'il faut à un moment donné, ceux qui ne vont pas être au rendez-vous parisien, à mon sens, eh bien c'est pour eux que ce sera gênant et c'est eux qui vont manquer un moment important de discussion sur l'avenir politique du pays. Mais bon, là évidemment, chacun prend ensuite ses responsabilités. Et il n'y a pas encore de certitude absolue. Non, bien sûr, il faut que les choses soient effectivement confirmées. Il y a une invitation écrite du Premier ministre. J'imagine que s'il devait y avoir des refus, ça serait de manière un peu formelle aussi. Et encore une fois, il y a encore quelques jours pour bien poser les choses, bien comprendre ce qui peut éventuellement poser difficulté, répondre à des questions s'il y a besoin. Mais encore une fois, je crois on est dans un moment important, tout le monde en a conscience. Il y a des échanges de haut niveau qui sont prévus. Ne pas y aller, à mon avis, c'est gênant pour ceux qui n'y vont pas. Alors, parmi les thèmes, on a bien compris qu'il y avait la fixation de la date du 3e référendum. Est-ce que vraiment elle pourrait être fixée lors de cette réunion de 10 jours parce qu'on sait que ça crée débat quand même. Oui, bien sûr, il y a des positions qui se sont exprimées, qui ne sont pas les mêmes selon les différentes formations politiques du pays. Il est, encore une fois, le calendrier de sortie de l'accord de Nouméa et donc la fixation de la date du référendum, ça fait partie des débats qui vont avoir lieu. Est-ce qu'il y aura une décision de prise ? En tout cas, il est sûr que si on doit organiser un référendum cette année, ce qui n'est pas le souhait d'une partie des acteurs politiques, mais qui est le souhait d'une autre partie, il faut prendre des décisions assez rapidement parce qu'ensuite il y a des délais incompressibles d'organisation. Mais c'est faisable encore. Le ministre avait l'air de dire que c'était possible techniquement. Oui, techniquement, juridiquement, c'est possible. Ça porte des contraintes, ça demande de prendre des décisions rapidement et derrière de sortir des textes réglementaires rapidement, mais c'est possible. Et nous sommes en situation d'organiser les choses, nous les préparons pour que toutes les options soient possibles et mises sur la table. Alors, autre thème à l'ordre du jour, le fameux document sur les conséquences du oui et du non. On l'attendait depuis longtemps, on parle d'un document de 44 pages qui est complètement confidentiel. Il y a les 10 destinataires qui l'ont eu. Oui. Il y a eu quelques fuites, on imagine, mais globalement, c'est pas encore rentré dans le domaine public. Non, mais ça n'a pas, il faut pas se tromper d'étape. D'abord, c'est un document, vous le dites vous-même, qui fait 45 pages. Par définition, il rentre dans un niveau de détail, de technicité, de règles de droit international, de règles de droit monétaire. Je pense que pour un lectorat averti, les choses seront peut-être faciles. Pour d'autres, c'est pas un document grand public. Bon, ensuite, c'est un document de travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à quelque chose de définitif. On est dans un document de travail qui a vocation à être enrichi par d'abord des thèmes qui éventuellement n'y sont pas aujourd'hui, par les discussions qui vont avoir lieu à Paris. Il faut s'assurer que tout le monde comprend bien les mêmes choses. Il y a des éléments qui j'allais dire, se prêtent pas à la discussion parce que c'est l'application mécanique du droit selon que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté ou pas. Et puis ensuite, il y a tout un champ ouvert à la discussion politique en fonction des choix qui seraient faits, soit par les autorités d'un nouvel État, soit par les élus d'une Nouvelle-Calédonie restant au sein de la République française. Donc, il faut accepter aussi qu'il y a des moments où les documents n'ont pas vocation à être publics parce qu'ils sont pas stabilisés, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à discuter, et puis aussi tout simplement parce qu'il y a des sujets qui sont évoqués dedans qui se prêtent pas à beaucoup de publicité, sauf à vouloir créer des inquiétudes, des problèmes éventuellement de conjoncture économique. Enfin, il y a quand même des conséquences. Le ministre l'avait dit d'ailleurs clairement sur, en particulier en cas d'accession à la pleine souveraineté, qui sont pas neutres et qui peuvent amener des réactions. Donc tout ça doit être manié avec précaution, doit être bien compris. C'est l'objet des discussions parisiennes. Et donc il y a pas de secret. Les choses sont par définition, elles ont vocation ensuite à être présentées. Les Calédoniens ont dit dans la consultation de la société civile, plus de la moitié d'entre eux disent je suis pas assez informé. Bon, alors c'est pas pour ensuite garder des choses secrètes, les cacher. C'est simplement qu'il y a un temps de préparation et qu'il faut accepter, même si les impatiences sont là, il faut accepter qu'il y ait ce temps de préparation, de discussion, de précision, de complément, avant qu'éventuellement tout ou partie des choses soient rendues publiques.
peut-être de manière un peu plus pédagogique d'ailleurs que dans les 44 pages qui sont pour l'instant sur la table, et puis avec encore une fois des éléments qui prêtent à débat. Tout n'est pas figé. Mais les Calédoniens l'auront avant le 3e référendum, que ce sera l'un des éléments Mais l'enjeu majeur de la campagne, on peut penser. Pour l'État, comme je l'imagine, pour les acteurs politiques du pays, c'est que les Calédoniens, au moment de se prononcer, si un 3e référendum qu'on appelle binaire doit se dérouler, le fassent en toute connaissance de cause. Donc on a reproché à l'État, de tous côtés d'ailleurs, d'avoir sorti des éléments trop brefs, trop, j'allais dire, administratif, trop juridique dans les courriers qui avaient été envoyés dans les 2 premières consultations. Donc il est aussi normal que l'État entende ces remarques et ces demandes, adapte sa réponse, la précise. C'était l'engagement pris par le ministre des Outre-mer aussi quand il était venu au mois d'octobre ici, vous vous en souvenez, y compris à votre antenne. Et donc il y ait de la précision. Mais tout l'enjeu, c'est que les choses soient connues, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que les Calédoniens se prononcent en toute connaissance de cause. C'est quand même un défi majeur, ça, pour l'État, y compris dans la garantie qu'il donne à l'ONU et à d'autres organisations internationales d'un référendum pleinement éclairé. Eh bien, c'est évidemment un enjeu que ces informations soient publiques. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah, vous dites, mais quand les choses seront stabilisées, en temps voulu. Vous dites si c'est un référendum binaire, est-ce que ça veut dire que l'État envisage encore que ce ne soit pas un référendum? Il est toujours binaire, on l'a dit suffisamment. Oui, bien sûr, on vote forcément oui ou non. Oui. Voilà, mais que ce soit un référendum de projet ou un référendum sur une solution, c'est encore envisageable. Le ministre avait dit qu'il mettrait sur la table toutes les solutions proposées. Les élus indépendantistes ont demandé la tenue du 3e référendum. Ils l'ont fait dans des délais extrêmement rapides. Et d'ailleurs, il ne faut pas ensuite s'étonner que l'État prenne une initiative politique assez rapidement pour réunir tout le monde et évoquer les conséquences de ce choix oui-non. Après, c'est évidemment aux élus de voir s'il y a un autre chemin. Mais l'État est tenu par les engagements qu'il a pris, par l'accord de Nouméa, par la loi organique. Donc en l'état actuel des choses, c'est le 3e référendum qui est demandé. L'avenir dira si une autre solution est possible, évidemment. Dans cette séquence à Paris, ce sera ouvert, il y aura éventuellement des discussions sur d'autres solutions possibles de sortie de l'accord? Moi, je ne fais pas les discussions avant qu'elles aient lieu. Je pense simplement qu'avec le Premier ministre, avec le chef de l'État, les discussions vont être de nature sans doute un peu plus politique que le document sur le oui et le non. Vous parliez de la consultation de la population calédonienne. Enfin, tout est politique d'ailleurs, hein, quand on parle de monnaie, de défense, de citoyenneté, de nationalité, on est évidemment dans des sujets politiques, mais il y a beaucoup de questions juridiques, beaucoup de questions financières qui sont évoquées dans ce document. Il est évident qu'avec le chef de l'État ou le Premier ministre, les conversations peuvent être de nature un tout petit peu différente. Et un peu plus politique et institutionnelle. Vous parlez de la consultation de la population calédonienne. Ça a été des enquêtes qui ont été lancées par le Haut-Commissariat, supervisées par le Haut-Commissariat. Qu'est-ce que ça va devenir maintenant? Vous êtes content déjà de la participation? Les Calédoniens ont joué le jeu, hein, globalement. D'abord, merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cet exercice, qui est pas facile et qui est pas courant ici dans la vie locale, parce qu'on a tout de suite peur de s'exposer à des critiques, et on est d'ailleurs très vite critiqué. Bon. Et donc merci à celles et ceux qui ont joué le jeu, qui ont déposé des contributions, qui ont répondu aux enquêtes, aux étudiants, qui plus d'un millier d'entre eux qui ont rempli le questionnaire, et puis bien sûr le milieu économique qui s'est beaucoup mobilisé avec des contributions assez fortes qu'il faut prendre le temps de lire. Hein. Tout ça est disponible sur notre site internet, et puis c'est largement relayé par certains contributeurs. Oui, il y a eu, je pense, une prise de conscience que c'était le moment de s'exprimer pour ceux qui le souhaitaient. Alors évidemment, quand on est sur des contributions écrites, il y a un petit biais parce que ça vient surtout de l'agglomération, les associations qui ont contribué. Mais quand on va interroger les citoyens dans la démarche d'écoute profonde et dans des sondages, on va évidemment interroger tous les citoyens, où qu'ils soient, quelle que soit leur communauté d'appartenance et leur commune de résidence. Donc ça donne une image. Et encore une fois, quand on voit que 1000 étudiantes se sont exprimées, quand on voit beaucoup de choses sont sur la table. L'objectif, c'était quoi? C'était d'apporter de la matière au profit des décideurs politiques, pour leur donner aussi une photo des attentes de la société civile, au-delà de ce qu'ils peuvent voir dans leur fonction d'élus et des contacts qu'ils ont déjà très régulièrement avec nos concitoyens. Donc qu'est-ce qu'on voit au-delà du côté un peu statistique sur la participation? On voit apparaître une envie de vivre ensemble, on voit apparaître une envie de dépasser les clivages. Alors c'est exprimé avec évidemment des différences selon
j'allais dire, les points de vue politiques, les communautés, mais enfin, ça transparaît quand même. L'idée aussi assez générale de la nécessité d'un maintien d'un lien avec la France, qui est quand même très largement exprimé. Donc tout ça va falloir ensuite l'incarner. C'est aux responsables politiques de voir ce qu'ils souhaitent mettre derrière ces attentes. L'idée aussi, bien entendu, d'une inquiétude face à l'avenir à laquelle il faut répondre. Et c'est pas seulement l'État qui a la réponse face à cette inquiétude qui transparaît de tous les sondages qui sont sortis en même temps. Parce qu'il y a le nôtre, si je puis dire, mais il y en a d'autres qui sont parus au même moment. Cette attente d'une information autour des enjeux du 3e référendum, la moitié des Calédoniens disent je suis peu ou pas informé. Il y a déjà eu 2 scrutins. Bon, donc voilà, donc il y a tous ces éléments qui arrivent. Et puis on l'a beaucoup dit aussi. Des sujets de préoccupation qui sont exprimés, qui bien sûr tournent autour de l'avenir institutionnel, mais qui tournent aussi beaucoup autour de ce qui fait le quotidien de nos concitoyens, c'est-à-dire l'insertion, l'emploi, la jeunesse, l'économie, des sujets qui ne disparaîtront pas, j'allais dire, quelle que soit la réponse institutionnelle. Et évidemment, je pense que ça donne de la matière aux responsables politiques qui ne découvrent pas les choses, ils l'ont d'ailleurs tous dit, mais ça les objective, ça les confirme ou ça les réoriente. Et je crois que si déjà on arrive à ça, c'est pas mal. Et puis, ça n'avait pas l'objectif d'être une fin en soi, c'est une étape, c'est une contribution qui est apportée. Bien entendu, les structures, elles continuent d'exister. Si elles veulent approfondir des thèmes, libre à elles de le faire. Certaines font la tournée des institutions pour bien expliquer leur position. Donc voilà, je pense qu'il y a eu effectivement une mise en route, on va dire ça comme ça, un geste qui a été posé au travers de cette consultation. Et je peux pas croire que ça reste évidemment lettre morte dans l'esprit des décideurs. Et en tout état de cause, ça n'est évidemment pas une fin. C'est plutôt l'engagement, j'allais dire, à participer auprès de la société civile et à continuer de s'exprimer. Monsieur le commissaire, si on parle maintenant politique quotidienne ou politique au jour le jour, avec le 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n'a toujours pas de président après 4 convocations infructueuses, combien de temps ça peut durer ? Alors ça marche, il y a un gouvernement... Oui, enfin ça marche, ça marche, plus le temps passe, moins ça marche, si je puis dire. C'est-à-dire que le gouvernement de Thierry Santa assure avec beaucoup d'engagement pour les membres qui le composent et qui sont là, la gestion des affaires courantes, à gérer l'urgence au travers du Covid, assure une gestion financière des comptes du pays qui est très compliquée, mais on le voit et on se le dit avec les membres du gouvernement tous les mardis. On est un peu au bout du système. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet de loi de pays possible. La gestion budgétaire, elle est extrêmement contrainte. J'ai arrêté un budget, mais qui est un budget de très grande rigueur. Et pour les comptes sociaux, il y a des mesures urgentes à prendre. Enfin, on est au bout, j'allais dire, de l'exercice. Donc croire que ça peut continuer comme si de rien n'était très longtemps, ce n'est pas exact. Voilà. Donc comment ça va se passer maintenant ? Il y a le départ des délégations pour Paris. Thierry Santa s'en va. Certains autres membres du gouvernement peut-être aussi. Je parle du gouvernement élu. Et donc, imaginer une convocation pendant les discussions parisiennes, ça me paraît difficile. Donc, prochaine étape, j'allais dire, au retour de Paris, maintenant, me semble-t-il. Et le budget que vous avez arrêté, budget de rigueur, dites-vous, ça permet de tenir quand même un moment, ou est-ce que là aussi les délais sont sur le fond, ce que ça permet de faire, c'est d'assurer aux provinces et aux communes des dotations, puisque c'est le budget de la Calédonie qui les abonde, si je puis dire, à peu près équivalente à celle de l'année dernière. Donc ça permet à ces structures-là de tenir, mais enfin, c'est très simple à dire comme ça, et dans la réalité, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Ensuite, ça permet d'abonder les établissements publics qui dépendent de la Calédonie, à minima, et en particulier la CAFAT, pour ensuite aider à financer le RUAM, qui lui-même est en grande difficulté et pour lequel des mesures urgentes et difficiles sont sans doute à prendre par le gouvernement de Calédonie et les institutions calédoniennes. Donc il y a effectivement quelques semaines de visibilité, sans doute jusqu'à la fin du premier semestre, mais enfin après il faut qu'il y ait un exécutif de plein exercice qui prenne en main les choses et qui fasse ses choix. Voilà. Et puis le budget propre de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement de Calédonie, il est très contraint. Les investissements sont diminués de moitié par rapport à l'année dernière. Il y a des économies drastiques sur les frais de fonctionnement et les frais de personnel. Tout ça pour avoir un budget en équilibre. On
voit bien que même si la machine peut tourner, il va y avoir des choix politiques à faire, et pour ça, il faut un gouvernement de plein exercice qui soit en situation de les faire. Ça n'enlève rien au travail qui est fait par les sortants, si je puis dire, mais voilà, je vous dis, on touche un peu aux limites du système, me semble-t-il. Donc on va attendre le retour de la délégation pour Paris. Vous-même, vous prenez l'avion incessamment pour rejoindre Paris ? Jeudi soir. Jeudi sortir demain soir. Voilà, exactement. Monsieur le commissaire, merci d'accepter notre invitation ce matin. Je vous en prie, merci Madame Noire, bonne journée.